Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous aimez les livres de qualité et les bons petits plats. Cet amour du bon goût ne vous empêche pas aujourd'hui de manifester à travers un dictionnaire votre amour pour un mauvais goût qui parfois n'inspire pas le dégoût, bien au contraire. Bonjour Nicolas Etienne-Dorve. Bonjour Jacques. Alors ce dictionnaire amoureux du mauvais goût chez Plomb, on en parlera tout à l'heure parce qu'on voit vraiment votre sens de l'humour, votre sens de la qualité. Mais le principe des clés d'une vie, vous étiez venu il y a bien longtemps, tout au début. Depuis, on a beaucoup progressé, en particulier sur la chaîne YouTube. On va évoquer ce passé à travers des dates clés. La première vous concerne pas directement, c'est le 21 décembre 1940. Écoutez. Honoré d'Estienne-Dorve est né le 5 juin 1901 à Verrières-le-Buisson dans l'Essonne. Alors c'est votre grand-oncle, Honoré d'Estienne-Dorve, et le 21 décembre 1940, à bord d'un petit chalutier, il débarque à Plogoff et il va vouloir rejoindre le général de Gaulle à Londres. Enfin, il a rejoint le général de Gaulle à Londres et il revient en France. Alors là, vous voulez que je fasse mon illustration familiale? C'est important parce que il y a des rues Etienne-Dorve un peu partout et finalement vous êtes, je crois, le petit-neveu. Je suis le petit-neveu. En fait, Honoré était le frère aîné de mon grand-père. Il y avait une assez grosse différence d'âge. Je crois qu'ils avaient 12 ou 13 ans de différence. Et en plus, leur père étant mort très jeune, en fait, Honoré a un peu tenu lieu de père de substitution pour son petit frère qui s'appelait Louis, qui était donc le père de mon père. Et donc, c'est une figure forcément tutélaire, intimidante, vénérable, un peu écrasante forcément, parce que quand on a un nom pareil qui est un nom de rue, de place, c'est voilà un des pionniers de la résistance, fusillé le 29 août 41 par les Allemands au tout début. Quand on a un nom pareil, il faut se faire un prénom, ce qui est pas toujours évident. Voilà. Alors, il se trouve que Honoré d'Estienne-Dorve, il est arrivé à Londres tout au début. À l'époque, il y avait moins de 7000 résistants, 7000 Français libres en 40, ce qui est rien du tout. Tout était à faire. Il y avait pas de politique là-dedans, il y avait que des patriotes, des gens engagés. Il y avait pas vraiment de stratégie politique, de querelle de parti et tout ça. C'était des gens qui ont dit il faut sauver la France, il faut faire quelque chose. Et il est parti tout de suite. Alors qu'il avait quand même charge d'âme, il avait 4 enfants et un 5e en préparation, si je puis dire. Et il se fait appeler Châteauvieux à l'époque. Absolument, parce qu'en fait, c'était même un clin d'œil à l'histoire familiale. Parmi les titres de la famille, il y avait un titre de comte de Castelvecchio. Oui. Alors, il se trouve qu'il a organisé un réseau de renseignement en France, mais surtout, Honoré d'Estienne-Dorve, on ne le sait pas assez, a établi la première liaison radio entre la France occupée et Londres. Absolument, mais d'ailleurs c'est son radio qu'il a dénoncé aux Allemands. Donc en fait ça a duré très peu de temps, c'est une aventure terrible parce qu'il a été attrapé très vite, il n'avait pas la technique de la guerre secrète comme l'auront les communistes quand ils entreront vraiment dans le conflit, et donc il avait vraiment, c'est un peu le héros au cœur pur, mais qui s'est comporté admirablement d'un bout à l'autre de cette aventure terrible et qui en a fait un vrai martyr, mais voilà. Parce qu'il ne devait pas être fusillé au départ, et il a été fusillé parce qu'il faisait partie des otages. Absolument, et c'est pour la première fois qu'en France, il y a eu ce fameux placard qui était là. C'était la première fois que des gens étaient fusillés pour fait de résistance, on appelait ça du terrorisme à l'époque, et dans toutes les mairies de France, il y avait pour obligation de déposer le placard avec le nom de mon oncle Honoré, avec d'ailleurs une faute d'orthographe, un S à d'Estienne, et j'ai retrouvé l'autre jour dans une brocante un de ces placards qui n'avait jamais été affiché, donc qui est encore en très bon état, que j'ai mis sous verre. Et à Londres, on parle beaucoup des messages codés, mais on oublie que le premier message codé, c'est un ingénieur qui était le premier agent parachuté en France dans la nuit du 5 mai au 6 mai 41, sous le pseudonyme de Georges Noble. Il a envoyé des messages codés à Londres et depuis, le principe a été repris pendant 3 ans. Ça, on ne le sait pas assez. Alors, il se trouve que finalement, votre oncle a écrit son histoire. Et votre histoire de famille est très ancienne, car j'ai trouvé que les Etienne-Dorve, il y a d'abord les d'Etienne qui remontent à l'an 1500, Nicolas Etienne-Dorve. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, on était en Provence, et qu'en fait, avant de s'appeler, il y a un monsieur Honorat Estienne, qui, la génération d'avant, s'appelait Pérez Cohen. En fait, ce sont les juifs provençaux qui, pour rentrer dans la magistrature, décident de se convertir au christianisme, parce que sinon on leur interdisait de rentrer dans les différentes, disons, strates de la société. Et en fait, monsieur Pérez Cohen devient Honorat Estienne, et ensuite Estienne devient d'Estienne, et donc de fil en aiguille, ça devient une des grosses familles d'Aix-en-Provence. Mais à l'origine, ils étaient juifs. Oui. Et le premier d'Etienne-Dorve connu, c'est un amiral du XVIIIe siècle qui s'appelle Thomas d'Etienne-Dorve. Absolument. Alors, il y a aujourd'hui une plasticienne Félicie, il y a un DJ. Il y a un DJ dans la famille. C'est mon cousin Pierre qui a beaucoup de talent, qui est sous le pseudonyme de Latour Maubourg, absolument. Alors finalement, vous avez été élevé dans le culte de la famille. En même temps, la guerre telle qu'on en parle aujourd'hui, dans vos jeunes années, on n'en parlait pas beaucoup, et Nicolas Etienne-Dorve. Alors, on en parlait dans ma famille parce que c'était des sujets qui nous intéressaient et que moi j'ai toujours été curieux de l'histoire, mais
moi j'ai grandi avec cette culture-là, mais voilà, quand j'en parlais autour de moi, le nom de Destiendorf, même quand j'étais à l'école, ça disait rien aux gens. C'est la génération d'avant, mais ma génération, c'est dire. J'ai 48 ans, et alors maintenant, autant vous dire que personne ne sait qui c'est. Oui, mais en même temps, à votre époque, enfin celle de vos jeunes années, la guerre était trop proche pour que les parents ou les grands-parents en parlent. C'était pas encore de l'histoire. Moi, c'est plus compliqué parce que le nom étant historique, voilà, j'avais quand même un nom de station métro, donc on en parlait et il y avait on se passait le livre de l'oncle Honoré que j'ai dû lire quand j'étais adolescent. Voilà, c'était un peu comme on lit une vie de saint. C'était assez hagiographique, c'est du Voragine. Mais et puis il fallait que je sache quand même. On m'a emmené au Mont Valérien. Il y avait la tombe à Verret-le-Buisson. Voilà, je faisais quand même partie de. Voilà, il fallait que je connaisse l'historiographie familiale. Oui, et en même temps, c'est assez curieux d'avoir une station de métro qui porte son nom pour devenir ensuite une locomotive. Absolument. Alors, Nicolas Diendorf, finalement, vous êtes passionné pour l'histoire de l'occupation, et puis il y a eu un mémoire qui a aussi changé votre vie sur Lucien Rebattet et la musique. Car Lucien Rebattet, c'est pas vraiment un héros de la résistance. Absolument. Ça, c'est un de mes nombreux paradoxes. Il y en a plein d'autres. On va le voir avec mon dictionnaire du mauvais goût. Moi, je suis avant tout mélomane, passionné de grande musique, ce qu'on appelle la grande musique, le répertoire dit classique. Et j'ai découvert quand j'étais adolescent l'histoire de la musique de Rebattet en collection bouquins chez Robert Laffont, un classique des bibliothèques, du fonds de bibliothèque des maisons bourgeoises, si je puis dire. Et ce livre correspondait exactement à ma sensibilité musicale de l'époque, c'est-à-dire très wagnérien, très boulésien, très musique allemande et tout ça, très progressiste de ce point de vue-là. Et je me suis dit, mais ce type m'intéresse, qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Et je suis tombé sur Les Décombres, donc le pamphlet qui est sorti en 1942, qui est le livre le plus violent sorti pendant la guerre et qui était le best-seller de l'occupation. Et puis ensuite, j'ai découvert Les Deux Étendards, le roman que Rebattet a écrit dans les années 50, qui est un grand livre lyrique sur l'amour, la religion, la foi, le sexe. Et donc, qu'un type ait été capable d'écrire 3 livres aussi différents, aussi complémentaires, je me disais, voilà un sujet passionnant d'études, et j'ai proposé de faire un mémoire de maîtrise à la Sorbonne là-dessus avec Pierre Brunel. Et pour faire des recherches, il a fallu que je rentre en contact avec son ayant droit, que j'ai rencontré, qui m'a fait classer ses archives et dont je suis devenu très proche. Enfin, c'était un type absolument remarquable et qui était l'héritier en fait de la veuve de Rebattet et qui est mort de façon assez brutale et qui m'a demandé de prendre sa suite. Donc, ce qui fait qu'à 27 ans, moi, petit-neveu du résistant Honoré Destiendorf, je suis devenu l'ayant droit du plus fasciste des écrivains français. C'est pas très accepté dans la famille au départ, ça. Oh, dans la famille, ça allait. À la limite, ils étaient plus. J'ai 1 ou 2 oncles qui ont un peu ouvert des yeux surpris, mais franchement, c'est bien passé. À la limite, c'est comme j'étais journaliste au Figaro littéraire, je commençais à publier mes premiers livres, et là, ils m'ont dit, mais vous êtes fou. Et je me suis dit, voilà, c'était à la fois pour plein de raisons, et par fidélité et respect à la personne, monsieur Pierre Darrigan, qui m'avait proposé ça. Je me disais que mieux valait que ça tombe dans une escarcelle comme la mienne, qui était pas du tout politisée, pour qui c'était vraiment un héritage littéraire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tournaient autour de cet ayant droit pour des raisons très très politiques, qui étaient qui en aurait fait un usage sans doute beaucoup plus violent, et puis il y avait une forme de provocation, bien entendu, parce qu'une coquetterie à devenir à 27 ans l'ayant droit d'un écrivain un tout petit peu à gauche de Goebbels. Oui. En même temps, vous avez déposé ces archives ensuite. Alors, je les ai eues chez moi. Non, je suis toujours l'ayant droit, mais ne serait-ce que pour des raisons de conservation. C'était dans mon petit bureau à Cluny. J'avais peur un jour, si j'ai un dégât des eaux, c'est foutu. Et j'ai tout donné à l'IMEC, l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine. Les 2 personnes qui m'ont conseillé de faire ça, c'est Pierre Assouline et Pascal Horry, qui sont inattaquables, et 2 personnes pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amitié, et qui m'ont dit, il faut que tu mettes ça à l'IMEC, sinon un jour, si t'as un problème, tu seras désespéré que ce soit abîmé. Donc, mais je reste l'ayant droit, mais n'importe qui peut aller les consulter dans cet endroit extraordinaire, qui est une abbaye à côté de Caen. Voilà. Il se trouve aussi que un de vos premiers romans est basé sur le pari de la collaboration, c'est Les Fidélités successives, Nicolas Diendorf. Absolument, ça c'est un roman auquel je tiens beaucoup, qui montre toutes les ambiguïtés de la période. C'est la trajectoire erratique, mais très, disons, d'époque, d'un jeune homme qui se retrouve dans le pari de l'occupation et qui existe entre collaboration et résistance, et qui en fait choisit les deux à chaque fois pour de bonnes raisons, et qui effectivement se fait avoir des 2 côtés, parce que quand on veut être partout, on est nulle part. Les livres, ça vous a toujours passionné? Oui, c'est-à-dire que je suis tombé dans les livres vraiment quand on m'a envoyé en pension. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je lisais des bandes dessinées, oui, comme mes enfants aujourd'hui d'ailleurs. Et à 13 ans, j'ai été en pension et les bandes dessinées étaient interdites. Et donc tous les dimanches soirs, ma mère me mettait 2 ou 3 livres qu'elle piochait dans sa bibliothèque.
Et en fait, je me suis réfugié dans les livres parce que la première année, j'étais un petit peu perdu, un petit garçon, disons, un fils unique qu'ils ont trouvé en pension avec le contraste, la rencontre de l'altérité sociale était différente. Et donc, je me suis réfugié dans les livres et je suis devenu un lecteur compulsif. Et les livres que vous lisiez chaque semaine, c'était toutes sortes. Il y avait pas... Toutes sortes. C'était pas, mais c'est là que j'ai découvert Marcel Aimé, Albert Camus, Albert Cohen, enfin toutes sortes de choses que ma mère me nourrissait de ces choses-là et je suis devenu totalement compulsif de lecture pure à cette époque. Et votre gros problème, Nicolas Etienne-Dorf, c'est de ne pas avoir pu conserver tous ces livres. Alors, vous savez tout déjà. Effectivement, il y a quelques années, j'ai un bureau charmant mais très petit où ma bibliothèque, qui n'avait jamais été modifiée, s'entassait depuis des années. Et un jour, je me suis dit, bon, il faut que j'ai plus de place. Et donc, j'ai vendu 80% de ma bibliothèque en disant, soit, si je commence à faire un tri drastique, j'y arriverai pas, j'y allais, hop. Et quasiment tout est parti. Je n'ai gardé que les livres de référence, quelques livres totems, et c'est tout. Parce que quand on commence à réfléchir au cas par cas, c'est fini. Voilà. Et ensuite, vous avez eu voix au chapitre. On en reparle avec une autre date, le 15 septembre 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Etienne-Dorf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas Etienne-Dorf, que nous avons le bon goût de recevoir pour son dictionnaire du mauvais goût chez Plon, dont on va parler tout à l'heure. Mais on continue à évoquer votre parcours, on a parlé de votre famille, et vous avez commencé à aimer les livres, et le 15 septembre 2009, Nicolas Etienne-Dorf, vous recevez le prix du jeune romancier pour Les Derniers Jours de Paris. Ah, c'est vrai. J'avais absolument. Ça, c'est un prix que j'ai eu effectivement. Un des premiers. Absolument, un des premiers pour un livre. Ça, c'était ma première. J'ai différentes veines dans mon inspiration. Ouais. Et une époque, j'écrivais des thrillers. Je me suis beaucoup amusé. Et là, c'était un thriller catastrophe de la ville de Paris qui disparaissait sous les eaux. Avec un jeune professeur et ses élèves qui tentaient de sauver la ville. Absolument. Et d'ailleurs, depuis quelques mois, avec une amie, on essaie de le transformer en série télé. Et oui. En fait, on a établi tout un déroulé et c'est en lecture chez les producteurs. Voilà. Et vous évoquez notamment les mystères de Paris de Gensu, qui sont chers à votre cœur. Moi, j'aime le roman populaire, j'aime l'histoire de Paris. J'aime le roman populaire. Et alors, quand ça se passe dans Paris, moi, je suis un grand lecteur et puis de Belphégor, et de Gaston Leroux, et de Ponson du Terrail, et tous ces gens-là qui ont su magnifier, faire de Paris un personnage de roman, et un personnage de roman inquiétant, mystérieux, un petit peu extravagant. Mais les mystères de Paris sont légendaires. Au départ, Eugène Sue ne voulait pas l'écrire. Puis il se rend dans une taverne avec un costume élimé. Il voit une bagarre, c'est le premier chapitre. Il pense faire 2 volumes et il va en faire 10. C'est devenu un classique de Paris. Mais ce qui est étonnant, c'est que Eugène Sue venait pas du tout de ce milieu-là. Il venait d'un milieu très huppé. Oui. C'était un des premiers gauche caviar. C'était un homme qui avait une grande sensibilité sociale. En même temps, il avait grandi chez les duchesses et les comtesses. Et il est devenu le parangon du roman, même un petit peu ringard dans l'esprit des gens. Donc c'est très drôle. On le considère comme un sous-Alexandre Dumas, ce qui est tout à fait injuste. Il n'y a pas le génie et la force de Dumas, mais d'abord Eugène Sue écrivait tout seul. Oui. Et c'est un grand écrivain. Paris vous a toujours fasciné, Nicolas Etienne-Dorf? Oui, j'ai toujours eu. J'étais la semaine chez ma mère à Senlis, le week-end chez mon père à Paris. Donc Paris, c'était la Mecque du week-end. Et mon père, on vivait du côté de Saint-Germain-des-Prés. Donc c'est là que j'ai appris à être piéton de Paris. Et mon père m'a appris à regarder en levant le nez. Et quand on vit dans la ville avec Rome, la plus belle et la plus historique du monde, forcément, pour peu qu'on ait un peu de curiosité et d'ouverture, ça infuse. Oui, votre père aimait se promener, c'était un esthète qui travaillait pas beaucoup d'ailleurs, je crois. Non, c'est un petit peu. Il y a une époque où il travaillait, mais en tout cas, il a su me donner le goût et du regard et aussi de l'incongruité à tout point de vue, l'incongruité musicale, l'incongruité intellectuelle, l'incongruité de l'humour. C'est lui qui m'a mis entre les mains le signé Furax quand même. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est vrai. Alors, vous avez grandi à Senlis et il y a une chose qu'on ne sait pas beaucoup sur Senlis, c'est qu'en 72, on crée des rendez-vous de septembre, une manifestation culturelle qui rend la ville piétonne, et c'est à partir de là que les Journées du patrimoine sont nées à Paris. Alors ça, je ne savais pas que le lien était là, mais moi, les fameux rendez-vous de septembre, en tant que petit Senlisien, j'étais vendeur de programmes où je faisais partie de l'organisation, et notre maison, qui est un bel hôtel particulier qui a été vendu depuis, était visitée par des cohortes de gens parce qu'en fait,
tout à coup, la maison, c'est comme dans le diable boiteux de Le Sage. En fait, on ouvrait le toit des maisons, on voyait comment vivaient les gens. Et toutes les maisons de Senlis étaient ouvertes. On pouvait rentrer dans les jardins et c'était même un peu impudique. Et moi, ça amusait beaucoup parce que les gens rentraient dans notre cave. On avait une cave voûtée du XIIIe siècle sur 2 étages. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'éteignais la lumière et je partais en courant. Ça m'amusait beaucoup. Alors, ce qui vous a beaucoup moins amusé, c'est l'école, le pensionnat à Julie. Vous êtes entré là-dedans. C'est pas un des pensionnats les plus joyeux de France. Alors, la première année, comme je le disais, à Juilly, ça a été un peu dur parce que le contraste était assez violent. Mais c'est là que j'ai découvert, en fait, grâce à ça, parce que pendant la journée, il fallait que je me réfugie dans quelque chose. J'avais la lecture et la nuit, j'arrivais pas à dormir, donc c'était la musique. Et en récupérant un Walkman, j'ai comme ça récupéré la vie parisienne d'Offenbach qui traînait chez moi. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la musique. Donc ça a été l'occasion de 2 épiphanies artistiques. Et puis ensuite, les années passant, je me suis fait ceux qui sont encore aujourd'hui mes meilleurs amis. Donc voilà. Le début a été, disons que ça a été un peu rude et ensuite je m'y suis fait. Il y a un pensionnaire célèbre qui a fait ses études à Juilly, c'est Jacques Messrine. Ah, évidemment, vous connaissez les bons auteurs. Il y a aussi Montesquieu, La Fontaine et Messrine, exactement. Et Messrine, il a fait ses premiers coups à l'église. Il a volé le tronc de l'église pendant la messe à Juilly. Et ensuite, il s'est évadé aussi du pensionnat, vous voyez. Voilà. Il a bien commencé. Chasser le naturel. Alors, vos moments de liberté, vous n'en profitez pas pour danser car vous avez horreur des discothèques, à l'inverse de beaucoup de jeunes de votre âge, Nicolas Dienne. Alors, effectivement, j'ai eu une adolescence un tout petit peu décalée, si je puis dire, mais ça venait peut-être de ma formation, un petit peu en marge. Oui, les week-ends, les copains, les boîtes de nuit, les copines, tout ça. Moi, le week-end, dès que je rentrais, j'avais un ami dont j'étais très proche, on vivait un peu en vase clos et on allait faire soit on faisait des blagues au téléphone, on allait prendre une caméra, on filmait les gens dans la rue, ou surtout, et le samedi soir, je prenais le train, j'allais à l'opéra et je revenais ensuite. C'est-à-dire que j'étais seul, parfois. Comment est venu le goût de l'opéra ? Par la découverte, effectivement, d'abord d'Offenbach, qui a été en fait ma porte d'entrée, et j'avais des grands-parents maternels très très mélomanes, qui, voyant que la grève prenait, se sont mis tout à coup à me prendre des places d'opéra quasiment tous les week-ends, en disant faut que tu découvres ça, et là j'avais 15-16 ans, donc j'étais de loin le plus jeune, à la Bastille ou à Garnier, ou au Châtelet. Et on vous remarquait bien sûr dans ces cas-là. Oui, j'étais moins coloré que maintenant, j'étais un peu plus timide, mais oui, surtout il y a toujours eu des jeunes gens à l'opéra, mais disons que j'ai vraiment appris ça sur le en allant voir des spectacles. Alors ensuite, vos études, c'est quand même des études très sérieuses. Hippocagne, un DEA de lettres modernes à la Sorbonne, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais je suis pas non plus normalien ou avec des diplômes extraordinaires. Et j'ai commencé très très tôt dans la presse, j'ai commencé à 21 ans dans la presse. Donc, c'est venu comment ? Alors, en fait, j'avais rencontré les gens du groupe Spectacle du Monde Valeurs Actuelles, voilà, un groupe de qualité, qui m'ont fait piger très rapidement pour faire des papiers sur la musique. Et l'année suivante, j'ai rencontré Jean-Marie Roire du Figaro Littéraire, qui m'a très généreusement offert d'abord des petits articles, puis il m'en a fait faire de plus en plus gros, de plus en plus ample. Et en fait, je suis resté 23 ans au Figaro. Voilà. En même temps, est-ce que ça vous amusait d'écrire des articles ? Déjà, vous n'y pensiez pas dans vos jeunes années. J'avais jamais pensé faire ça. Moi, je voulais faire de la mise en scène d'opéra ou de la réalisation de cinéma. Oui. Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi parce qu'il faut un tempérament de chef d'équipe, de capitaine, de tyran. Et moi, j'aime ni donner des ordres, ni en recevoir. Donc moi, je suis très indépendant. Et donc, la presse est arrivée un peu par hasard. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire, alors que je pensais pas faire ça, et que je faisais ça avec assez de facilité et beaucoup de rapidité. Et donc, j'aime bien la contrainte. Moi, on me dit, voilà, tu as ça à écrire pour telle taille. Et parfois, on me dictait même un peu ce que je devais dire dans les articles, c'est une chose qui arrive à une époque, surtout quand on commence, ce qu'on appelait des forcés. Et donc, pour moi, c'est un exercice de style, et c'est vraiment par la presse que j'ai découvert, appris et développé mon écriture. Alors, vous avez aussi été critique musicale, d'ailleurs chez notre ami Benoît Dutertre. Absolument. Et il y a une chanson qui va vous rappeler quelques souvenirs, Nicolas Etienne-Dorve. C'est la version normale de Il est dès le 18 enfants, mais vous avez trouvé une autre version et qui vous a coûté très cher. Nous étions en décembre 2008, ça faisait 4 ans qu'une fois par mois, j'allais faire le guignol littéralement chez mon camarade Benoît Dutertre, où en fait j'avais une petite chronique d'une demi-heure où j'avais un petit texte de liaison et je passais 5 pièces musicales allant du charmant à l'odieux.
Et ça finissait toujours par des chansons paillardes, cochonnes, cocasses. Et à 15 jours, on était le 6 décembre, donc 3 semaines de Noël, je passe une version paillarde d'Il est le divin enfant, je vais dire le titre, qui s'appelle Ils ont des grosses bites, des gros glands. Et là, ça a été mais un raz-de-marée de lettres d'injures, je le raconte dans mon dictionnaire. Et 2 jours après, j'ai été appelé directement par le directeur de France Musique, qui m'a signifié que notre collaboration s'arrêterait là. Et j'ai reçu une magnifique lettre de renvoi avec accusé de réception, qui est ouverte chez moi et devant laquelle je me fais une génuflexion quasiment tous les jours. Voilà, parce que les chansons paillardes, c'est de plus en plus dur à trouver aujourd'hui. Ah bon, ça c'était. On les trouve sur Internet, mais c'est vraiment la grande tradition gauloise française. Je veux dire, moi je suis désolé, moi j'ai grandi avec un père qui me faisait écouter La grosse bite à Dudule, et ça fait partie de notre tradition gauloise et potache. Et Colette Renard a triomphé avec Les Nuits d'une demoiselle. Oui, mais là on est vraiment dans on est dans le raffinement, on est dans la métaphore. J'ai pratiqué Colette Renard, mais je pratiquais des chansons un peu plus de salle de garde. Voilà. Et puis, vous avez été aussi un pionnier dans un domaine. Vous êtes l'un des premiers à avoir créé un blog, alors que tout le monde en fait aujourd'hui, Nicolas d'Etienne d'Orve. Le néoblog. Le néoblog, c'était il y a longtemps. Enfin, j'étais pas le seul. Personne n'en faisait à l'époque. Je crois que j'étais pas le seul, mais tout à coup, je m'étais dit, j'avais tous ces articles et ça permettait, maintenant on a les réseaux sociaux, mais ça permettait de mettre mes articles, mes articles de la presse, les articles me concernant, des photos et puis des gags. Et le truc, c'est que je sais que ce blog existe toujours, mais j'ai perdu les codes. Donc mais il est dans cette espèce de nébuleuse étrange, ce purgatoire de cybernétique dans lequel même ce qui est gravé restera pour l'éternité, alors que je n'y ai plus accès. C'est assez drôle. Comment ça se fait? Je sais pas, je l'avais pas utilisé pendant un temps, j'avais noté les codes quelque part et ça a disparu, et c'est impossible c'est trop vieux, c'est impossible de remonter la pente. Donc il y a toute une série d'articles, de photos étranges de moi qui ont une quinzaine d'années qui se promènent, je vous dis, comme les limbes. Voilà. Eh ben nous, on va continuer notre promenade à travers le temps avec une autre date, le 2 décembre 1981. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas d'Etienne d'Orve. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas d'Etienne d'Orve. Nous parlerons tout à l'heure de ce dictionnaire amoureux du mauvais goût chez Plomb que vous sortez et qui correspond à votre personnalité. Et on revient à une date importante pour vous, le 2 décembre 1981, la sortie de ce film. La soupe aux choux, vous riez, ça vous fait... Parce que je me disais, alors le 2 décembre 80, où est-ce qu'il va nous emmener? Voilà. Ah, la soupe aux choux. Je le dis, c'est là une nouvelle épiphanie dans ma vie. C'est mon premier fou rire cinématographique, l'un des premiers souvenirs vraiment vivants de moi dans une salle de cinéma. Je me souviens du temps qu'il faisait, avec qui j'y étais, et donc et puis c'est la première fois que je voyais des grandes personnes, des adultes, des gens sérieux, même des comédiens comiques, péter à l'écran. Et ça m'avait sidéré. Je me souviens de la crampe de rire qui m'a pris. Et j'étais avec mon meilleur ami et mon beau-père, le mari de ma mère. Et on était là, et la salle entière était en spirale, et c'est comme si c'était une sorte de premier coup de pioche du mauvais goût dans ma cervelle. Voilà. Il se trouve que Louis de Funès m'a raconté un jour qu'il avait insisté pour que cette scène soit dans le film. Au départ, Yves Robert devait le mettre en scène, et puis il n'a pas pu. C'était Jean Giraud, et chaque détail de cette scène était prévu, mais comme de la musique, par Louis de Funès. Mais c'est un film qu'on a injustement décrié. C'est un film qui est très bien fait, qui se revoit. C'est remarquablement efficace. Il y a un très bon roman à la base de René Fallet quand même. Et d'ailleurs, toute la voix off, c'est littéralement le texte de Fallet. Et c'est un film qui a pas pris une ride. C'est-à-dire que ça paraît extravagant quand on le regarde maintenant, mais ça reste toujours aussi drôle. Et moi, je montre ça à mes enfants. Et ça fonctionne à chaque fois. Mais beaucoup de jeunes découvrent de Funès grâce à la soupe aux choux. Absolument. Alors, il se trouve qu'il y avait Carmet et Villeray qui vous ont fasciné dans ce film. Oh Villeray, c'était une idée absolument géniale. Et Carmet, qui est un acteur princier. En plus, tous ces gens-là, Carmet et Villeray n'étaient pas de la même génération, de Funès non plus. Et ils faisaient partie d'une espèce de même nébuleuse. Et c'est un film très ovnique, si je puis dire, même s'il est question d'extraterrestres, dans le cinéma français, et avec une cruauté, avec ces paysans qu'on met comme sur un rocher au singe. C'est un film d'une rare méchanceté aussi. Oui, alors il se trouve que moi j'ai assisté à la première et j'étais à côté de Jean Carmet, qui après m'a raconté que la veille il avait fêté l'avant-première avec Villeray. Il avait tellement fêté que Villeray n'avait même pas été capable ensuite d'atteindre son canapé pour dormir. Et ensuite avec Carmet on a été visiter un hôtel qui ouvrait rue François 1er, d'une laideur totale, de mauvais goût total justement. Oui. Et Carmet adorait le mauvais goût, et donc il félicitait le directeur sur chaque
chaque mauvais goût, et l'autre le croyait vraiment. C'était extraordinaire. Bon, ça, moi, j'ai un immense respect pour Jean Carmet. Et d'ailleurs, j'étais très fier parce qu'au Salon du Livre de Saumur, pour mon petit éloge de la gourmandise, on m'a remis il y a 2 ans le prix Jean Carmet. Et pour moi, ça vaut pas mal de Légion d'honneur. On est d'accord. Alors, le cinéma aussi, vous avez failli y entrer, Nicolas Lickendorf, grâce à votre mère qui est scénariste. Ma mère est scénariste de cinéma depuis maintenant une trentaine d'années. On a travaillé sur plusieurs projets ensemble qui ne sont pas allés jusqu'au bout, et on a même écrit un roman ensuite à 4 mains à partir d'un projet de scénario qu'en fait on n'arrivait pas à développer. On a fait un livre chez XO qui s'appelle Silence et la fureur, et c'est ma mère qui m'a emmené au cinéma très tôt. Et on avait aussi dans ma famille un vieil ami de la famille qui était le producteur Humbert Balzan, avec qui vraiment qui m'a vu grandir, et qui au tout début m'a pris d'ailleurs sous son aile, m'a emmené faire des tournages, et j'ai été aussi figurant sur des films de James Ivory dont il était le producteur exécutif en France, ce genre de choses. Oui, et je crois que votre mère vous emmenait voir des films qui n'étaient pas de votre âge. Ah, toujours. C'est-à-dire que j'étais... mon père non plus, d'ailleurs, mon père me les montrait en vidéo. Mais j'ai toujours vu des choses qui n'étaient pas du tout faites pour mon âge, toujours un peu soit en avance, mais comme j'étais là, elle me prenait, en fait j'allais voir avec elle les films qu'elle avait envie de voir. Donc je la suivais, et donc j'ai une éducation cinématographique extrêmement anarchique, mais en fait très constructive. En même temps, on interdit des films au moins de 16 ans ou 18 ans. Ça, de toute façon, vous avez échappé à cette règle. Je passais entre les gouttes, et elle ne m'emmène pas non plus voir Massacre à la tronçonneuse. Mais il n'y avait pas ça n'était pas un critère. Alors, vous avez découvert Mocky, vous avez découvert Jean Renoir, Orson Welles, mais aussi les exilés américains que vous dites qui ont intelligemment fui au bon moment. Ça c'est l'interview du Figaro quand j'en parlais avec Anne Fulda. Oui, c'est-à-dire que tous ces gens qui, les pessimistes qui avaient fui Hollywood, et les optimistes qui avaient fini à Auschwitz. Tous ces cinéastes juifs d'Europe de l'Est qui voyant l'orage arriver étaient partis aux États-Unis, heureusement, parce que tous ceux qui sont restés en sont morts. Billy Wilder, qui est très connu, en revanche, il y a peu de livres sur lui, peu de biographies, et beaucoup d'Américains aujourd'hui crient au scandale parce qu'il est totalement méconnu et oublié. Ce qui est très mystérieux, c'est que les 30 dernières années de sa vie, il était vivant, mobile, efficace, et il ne trouvait pas de financement pour ses films, alors qu'il fait partie des grands classiques hollywoodiens, et que Sunset Boulevard est un des plus grands films de toute l'histoire du cinéma. Et il a été couvert d'Oscars en plus. Alors il se trouve que vous avez écrit un livre sur le cinéma, mais un livre mythique, puisque la personne que vous évoquez, Max Stoppard, n'existe pas, Nicolas Lickendorf. Ça, je m'étais beaucoup amusé, parce que le cinéma est une de mes passions profondes, et j'avais envie de faire une sorte de livre hommage à cette passion et à l'histoire du cinéma en général. Et donc j'ai écrit la biographie supposé imaginaire d'un homme qui aurait pu exister, d'un Français qui se serait appelé Maurice Stoppard et qui aurait pris le pseudonyme de Max Stoppard, et qui aurait eu un peu toutes les bonnes idées avant tout le monde, qui aurait soufflé au plus grand du cinéma leurs plus grandes intuitions, mais toujours lui en restant dans l'ombre, une sorte de fantôme du cinéma, comme il y aurait eu le fantôme de l'opéra. Et le livre est sorti d'ailleurs l'année dernière chez Albin Michel, et donc ça m'a permis de faire une sorte de contre-histoire du cinématographe, de Georges Méliès à la Nouvelle Vague. Oui, en même temps, une époque où le cinéma était de bon goût, où il y avait de la qualité. Ah bon, ça, si nous partons là-dedans, ou du mauvais goût intelligent, le mauvais goût avec un cœur, celui que j'aime, c'est-à-dire que ce qui se fait maintenant m'intéresse moins. Quoique j'ai été voir l'autre jour le film Babylone qui dresse justement le tableau de l'Hollywood délirant du cinéma muet. Et ce film Babylone est un très bon exemple d'un mélange de bon goût et de mauvais goût, et avec quelque chose d'extrêmement agaçant et quand même quelque chose d'extrêmement attachant. Voilà. En même temps, vous évoquez une époque où les stars étaient mythiques et arrivaient bien habillés dans les soirées. Ça c'est encore, oui, effectivement. Dans ce livre. Oui, on n'en était pas, ils n'arrivaient pas en suite, comme on dit, à capuche, parasé, ou avec des grosses lunettes. Ça, c'était encore autre chose, oui. Et moi, je me souviens d'un producteur qui avait sa valise, et tout ce qui dépassait, il avait des ciseaux, il déchirait. C'était une autre époque aussi. Ah oui, et on n'est pas à l'époque aussi où André Luguet invitait ses amis, le grand comédien André Luguet invitait ses amis lorsqu'il essayait ses costumes chez son tailleur. Mais c'était la grandiose à ce moment-là. Ah oui, ça les dandys du cinéma, ça c'est vraiment fini. Et ça, c'est une chose qui vous fascine aussi. Ça correspondait au rêve. Oui, l'élégance, il y a une espèce et puis une forme de légèreté, de désinvolture, de légèreté presque élevée au rang de style, de mode de vie.
Et dans ce livre sur Max Toppard, vous évoquez le phare de l'île Noire. Est-ce que c'est un clin d'œil à Tintin? En fait, non. Je me suis rendu compte après que c'était ce phare qui m'avait inspiré, mais je sens j'ai une obsession pour les phares. Je rêve, pour moi c'est mon rêve, c'est d'avoir une maison dans un phare, de m'y enfermer pour écrire et que tout à coup il y a une immense tempête et d'être dans cette petite cahute circulaire et de voir les vagues qui viennent lécher les vitres et de me dire mais est-ce que ça tiendra pas, et en même temps d'être en train d'inventer une histoire. Et le phare est devenu célèbre dans les Branquignoles. Je ne sais pas si vous connaissez cette scène avec Robert Derry et Louis de Funès qui sont enfermés dans un phare, qui ne peuvent pas en sortir et qui sont la fenêtre s'ouvre, le hublot s'ouvre et ils prennent de l'eau dans la figure en permanence. C'est dans Branquignol ou c'est dans les belles vacances à Branquignol? C'est dans les deux. Ah, c'est parce qu'il faut. Ah oui, oui, absolument. Voilà. Alors finalement, ce film, cette histoire aurait pu faire un film, ce que vous avez écrit. Ah bah, j'espère que ça le fera peut-être un jour. Le livre est sorti il y a moins d'1 an, mais ça fera un film extrêmement coûteux. Et les livres sur le cinéma, comme les films sur le cinéma, c'est un tout petit peu maintenant segmentant parce que ça implique d'avoir une passion et une culture pour ce domaine. Et quand on voit ce qu'est aujourd'hui la culture générale et la culture cinématographique, déjà quand on parle de cinéma de patrimoine, pour parler juste du cinéma antérieur aux 30 dernières années, c'est effrayant. On dit pas que Mozart c'est de la musique de patrimoine. Non. Donc c'est comme si on rajoutait une louche de poussière, de cendre sur ce qui est encore plus vivant. Moi je vois plus de vie et d'énergie dans la partie de campagne de Renoir ou dans French Cancan que dans les 50 films français sortis l'année dernière. Oui, vous êtes modeste en plus. Vous évoquez, et c'est presque avec nostalgie, les liens entre la littérature et le cinéma. Bah, surtout l'époque de ces gens qui étaient la transversalité des disciplines, des personnages comme Cocteau qui pouvaient passer d'un domaine à l'autre, qui étaient à tu à toi avec les compositeurs, avec les peintres, avec les sculpteurs, avec les scénaristes, ou même comme Guitry, tous ces gens-là. Il y avait c'était des bandes et c'était pas des précarés. Alors, vous évoquez aussi dans vos livres des nourritures qui ne sont pas intellectuelles. Je crois que vous êtes le Benjamin du Club des 100, un club d'amateurs de la fourchette, et que la cuisine est une autre de vos passions. Alors, le Club des 100, j'en fais partie depuis 15 ans, donc en fait, hélas, je ne suis plus le Benjamin. Oui. Je l'ai été pendant 1 an, mais voilà, je suis rentré à 33 ans. Très serré, très fermé. Oui, en fait, ce sont des gastronomes qui se réunissent tous les jeudis à déjeuner dans des endroits différents pour partager à couvert, mais sans secret, disons avec discrétion, les joies de la table. Et oui, moi j'adore ça. Une fois de plus, j'ai eu la chance d'avoir d'un côté, du côté de maternelle, une grand-mère qui avait des cuisinières à la maison qui pratiquait la vieille cuisine bourgeoise à l'ancienne, et un père qui m'a élevé dans le culte du bon produit et de la nourriture canaille. Donc j'aime les abats, les andouillettes, toute cette nourriture hein, qu'on regarde un peu de travers maintenant. Je suis pas très végane d'esprit et de mœurs, et voilà, j'aime les bistrots, j'aime toutes ces traditions-là. Vous avez fait d'ailleurs un petit éloge de la gourmandise où vous évoquez aussi les Haribo, ces bonbons. Ah oui, alors ça c'est mon côté mauvais goût. Je suis quand même enfant de ma génération, je suis né en 74, donc je fais partie de cette génération qu'on dit Gloubi-Boulga, qui a grandi en regardant L'île aux enfants de Christophe Izard et ensuite tous les récréados, Club Dorothée et compagnie. Et donc j'ai grandi avec toujours des Haribo dans mes poches et j'ai toujours plaisir aujourd'hui, même je peux tout à fait sortir d'un déjeuner dans un 3 étoiles et me prendre un paquet de fraises Tagada ou de Coca-Cola Haribo, ou même d'aller manger les chicken McNuggets avec la sauce barbecue chez McDonald's. Voilà, bonne chance. Haribo, c'est une marque de confiserie allemande, fondée en 1920 par un confiseur allemand, Hans Regel, et le Haribo tient son nom de son inventeur et de sa ville d'origine, Bonn, Hans Regel Bonn, voilà. Haribo. C'est quand même amusant. Et ça reste toujours le leader mondial de ce genre de produits gélifiés étranges, fabriqués avec de la graisse animale. On n'a pas du tout envie de savoir avec quoi c'est fait, mais je suis désolé, j'adore ça. Vous avez écrit 30 livres en 20 ans. C'est presque un record, non 33 même. Oui. Où c'est... En fait, ça n'était pas volontaire, c'était pas à dessein. Je suis très compulsif, passionné, et j'aime faire des choses qui n'ont rien à voir. Donc à chaque fois c'est une rencontre avec un éditeur qui me dit tiens, si on faisait ça ensemble, tiens, tu voudrais pas nous faire un livre de ce genre-là, viens faire un polar chez nous, viens faire un thriller chez nous, tiens, si on faisait une biographie, puis je propose un sujet et on s'entend comme ça. Je suis pas du tout stratège dans ma vie, hélas, sinon les choses seraient sans doute différentes, mais je fonctionne au coup de cœur et à l'envie. Ah, et l'envie de parler de ce dictionnaire amoureux du mauvais goût, elle va venir dans quelques instants avec la date du 26 janvier 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Détienne-Dorf.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas Détienne d'Orve, donc vos 33 livres, et le 34e je pense, c'est ce dictionnaire amoureux du mauvais goût qui est sorti le 26 janvier 2023 chez Plon. Alors, on ne définit pas le mauvais goût, on le mérite ou pas, je crois. Voilà, c'est là que je passe. Comme je dis, j'ai passé 600 pages et environ 200 entrées à essayer de définir le mauvais goût. C'est impossible puisque le mauvais goût, c'est le goût de l'autre, ou alors c'est notre propre, disons, paradoxe esthétique. J'ai divisé le mauvais goût en deux camps. C'est un mauvais goût, mon mauvais goût, avec un cœur, le mauvais goût que j'aime, que je défends, que je promeus, et avec un pic ou un as de pique, le mauvais goût que je dénonce, qui en fait est la laideur. À l'inverse, ce que j'aime, c'est plutôt le kitsch, et donc que je brocarde, si je puis dire. Et donc de andouillette à zone d'activité commerciale, de A à Z, l'andouillette, qui est une de mes passions profondes, et les ZAC, qui est une des choses que je vomis depuis toujours, ce sont les fossoyeurs de paysages français. Merci la grande distribution. Donc voilà, c'est un livre d'une totale liberté, d'une totale subjectivité, d'une totale mauvaise foi parfois, mais c'est ça qui est amusant. Et je veux dire que j'ai eu une liberté de ton assez divine pour faire ça. Oui, et le mauvais goût, finalement, c'est celui de l'autre. De toute façon, mais on est toujours le snob ou le plouc de l'autre. Le mauvais goût, c'est le goût de la génération d'avant. On trouve que nos parents ont mauvais goût, alors qu'à la limite, nos grands-parents disent peut-être que c'est comme la barbe, une génération qui en a, une génération qui en a pas. Donc c'est la notion la plus fluctuante, la plus subjective. Et dès que j'arrive quelque part, qu'on me dit sur quoi tu travailles en ce moment, je dis un dictionnaire du mauvais goût, avant même que d'expliquer le sujet du livre. Ça tient une demi-heure parce que chacun a tout de suite quelque chose à dire. On n'en parlait jamais, il n'y avait pas de livre sur le mauvais goût, Nicolas Détienne. Alors, il y avait des petites choses. J'avais fait un petit livre il y a 3 ans chez Michel Lafon, mais qui était un album dans lequel, où c'était vraiment, c'était un album de photos avec un petit texte. Là, c'est 600 pages qui tiennent aussi lieu d'autoportrait. Dans cette collection Dictionnaire amoureux, on fait son autoportrait par sujet interposé. Moi, j'ai parlé de moi par mauvais goût interposé. Mais c'est ça qui est très amusant. Et non, le mauvais goût, c'est rien que l'expression dérange, c'est-à-dire que ça passe pour quelque chose d'agressif, et c'est ce qui est bien maintenant avec les dictionnaires amoureux, c'est qu'ils ont fait récemment l'inutile, la bêtise, le mauvais goût, donc c'est des anti-dictionnaires, et ça permet de retourner le gant. C'est votre côté créateur en permanence, mais anti contre les autres. Voilà, mais c'est un livre sans doute anticonformiste, où tout est fait de façon assez joyeuse et potache et rigolote, mais où je dis parfois de scènes horreurs, des choses épouvantables, mais comme c'est dit de façon sautillante, ça passe comme une lettre à la poste, alors qu'en fait, quand on regarde de près, ce que je dis est épouvantable. Par exemple, la cuisine végane. Ah, ça, si vous me lancez là-dessus, déjà, j'aime pas les gens qui mettent de l'idéologie dans le plaisir. Pour moi, la table, les plaisirs de la table, la gourmandise, la camaraderie, c'est essentiel. Et quand tout à coup, on est corseté par ces choses-là, qu'on rajoute, c'est comme pour moi, les interdits alimentaires religieux, je comprends pas. Je veux dire, la nourriture, c'est quelque chose de trop instinctif, de trop profond pour tamponner, mettre des obligations. Donc, alors, le véganisme, rajouter de la mauvaise conscience à ce qui ne devrait être que du plaisir. L'obsession du bio, je comprends. C'est juste qu'on veut des bons produits dans des bonnes conditions. Mais quand je vois que certaines couples véganes forcent leurs enfants qui deviennent totalement anémiés à l'âge de 5 ans, en Suisse, les parents véganes, s'il y a un problème, on leur retire les enfants, ils sont pris par l'assistance sociale. Oui, c'est pas le cas en France, loin de là. C'est-à-dire, moi, je suis allé un jour, il y a 20 ans, dans un restaurant végétarien, la seule fois, rien qu'à voir la tête des serveurs, je suis reparti tout de suite. Oui, et encore, le végétarisme, le véganisme, c'est-à-dire c'est pas de produits laitiers, pas d'œufs, voilà, c'est uniquement manger des graines et de la scarole. On n'en prend pas de la graine, justement. Alors, il y a les parcs d'attractions aussi qui sont dans votre viseur, Nicolas Détienne d'Orve. En fait, je fais une dichotomie entre les parcs d'attractions, où c'est un univers corseté, préfabriqué, pré-pensé, pré-mâché, avec la saine folie des foires. J'aime les fêtes foraines, j'aime le côté un peu crapoté. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais aller à la foire du Trône, ou la fête foraine, la fête Sarriole à Senlis, avec ce côté, c'est le cirque, c'est un monde itinérant, c'est les nomades, c'est les forains. Donc il y a quelque chose d'un peu interlope qui m'a toujours fasciné, alors qu'à l'inverse, le côté très impeccable, ripolliné de l'univers à la Disney ou à Astérix, il n'y a pas de poésie là-dedans. De même, vous détestez les éoliennes. En ce moment, c'est un grand débat. Et là, vous êtes carrément parti contre les éoliennes. Alors,
même plus pour des raisons idéologiques, enfin, politiques ou énergétiques, c'est pour des raisons esthétiques. C'est affreux, c'est abominable. Ça se voit à des kilomètres à la ronde. Mais moi, ça me fait penser aux gibets médiévaux. C'est le gibet de Montfaucon. C'est l'air de dire, voilà ce qui vous arrivera un jour si vous vous comportez mal. Moi, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. On dirait un gigantesque champ militaire. On se croirait à l'ossuaire de Douaumont. C'est comme si tout à coup les croix avaient poussé sur 100 mètres de haut. Moi, je trouve ça glaçant. Oui, en tout cas, vous n'êtes pas le seul à le penser. Quand vous n'êtes pas le seul à attaquer l'Anne Hidalgo, car vous, l'amoureux de Paris que vous êtes, elle en prend plein son grade dans ce livre, Nicolas. Oh bah oui, c'est-à-dire que c'est une fois de plus, c'est pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons esthétiques. La laideur, la tristesse du Paris actuel, comme je dis, l'ibistylisation de cette esthétique, de ces bancs qui n'en sont pas, de ces kiosques qui n'en sont plus, de ces fontaines qui ne devraient pas en être. Enfin, c'est très triste, c'est très gris. En plus, je comprends, comme je dis, je comprends ce qu'elle veut faire, cette histoire de vouloir supprimer les voitures. À terme, pourquoi pas, mais il y a façon de faire. On peut faire les choses avec délicatesse, avec doigté, mais pas avec hargne et acrimonie, et comme s'il y avait une forme de revanche, comme si elle nous détestait. On ne sait pas pourquoi, mais elle nous aime pas. Ça, je crois qu'on l'a bien compris. Et ce que vous n'avez pas non plus, c'est les perches à selfie qui vous font rire. Ça, c'est la grande mode. Les perches, même le selfie, c'est ces gens qui vont dans les musées et qui ne vont pas voir un musée, ils vont juste acter de leur présence dans ce musée. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre dos à une œuvre, se prendre en photo et profiter de l'œuvre une fois qu'ils seront de retour chez eux, en scrollant, comme on dit maintenant, leurs photos sur leur compte Apple. On est dans le non-sens, on est dans l'abstraction absolue. Alors, on est au-delà de la caverne de Platon, on n'est plus à la regarde, on regarde le simulacre du simulacre. Voilà. Et d'ailleurs, les gens ne regardent même pas le tableau, ils regardent leur selfie. Ils regardent leur selfie et ils oublient. Ça, pour moi, le mauvais goût absolu, c'est de notre période actuelle, c'est la disparition de la mémoire, du savoir, du second degré, de la culture. Voilà, les gens oublient ce qui s'est passé un quart d'heure avant. On est dans une période de dictature de l'éphémère où on s'offusque pour quelque chose et un quart d'heure plus tard, on a oublié pourquoi on s'est offusqué. Alors, vous n'oubliez pas certaines choses. Il y a des choses quand même dans ce mauvais goût que vous appréciez. On a beaucoup attaqué Pascal Sevran et la chance aux chansons, et vous en prenez la défense. Oh bah, pour moi, ça a été... D'abord, il était un des derniers à défendre ce répertoire. Bon. Vous êtes quelques-uns quand même, mais comme ça, à une heure de grande écoute à la télévision, et avec un parti pris même esthétique qui dès l'époque paraissait très très décalé, très kitsch, et en même temps c'était un homme de grande culture. C'était un homme que moi j'avais fréquenté à une époque, qui était un homme très cultivé, très très bienveillant, qui écrivait très bien, qui tenait son journal, qui se vendait très bien, et qui a disparu de façon un peu brutale. Il y a eu une polémique quand même pas assez injuste à son sujet à la fin de sa vie, mais je veux dire, il a permis à un répertoire d'avoir encore voix au chapitre à la télévision française pendant longtemps. Sans lui, ce répertoire disparaissait. Patrick Bruel, il a été le premier à le découvrir, Linda Lemay aussi. Oui, et Céline Dion. Bien sûr. Alors, vous défendez aussi des chanteurs dont le nom ne dira plus rien à pratiquement personne, comme Georgius, Henri Jeunesse. Pour vous, ce sont des gens très importants. Moi, j'ai grandi en écoutant Georgius. Mon père m'a éduqué en écoutant le Lycée Papillon, en écoutant Monsieur Bébert, en écoutant même La Noce à Rebecca, qui sont des chansons vraiment de leur temps. Georgius était l'une des plus grandes stars de la chanson française, enfin du musical de l'entre-deux-guerres, je veux dire. Et puis il était défendu par Robert Desnos, les surréalistes allaient le voir, l'adoraient. En plus, il avait un vrai talent littéraire. Il a écrit des romans policiers. Après-guerre, il a écrit des romans policiers. Il était copain de Marcel Duhamel, qui, comme sa carrière était quand même en chute libre, parce qu'il n'était plus du tout dans l'air du temps, il a fait une dizaine de romans policiers en série noire qui sont très bien, notamment un qui s'appelle Mort au ténor, qui est très drôle, et qui est sous le pseudonyme de Joe Barnet. Joe Barnet, c'est quand même été très drôle. Alors, il y a aussi une chanson qui a été un immense succès qu'on a totalement oublié aujourd'hui et que vous réhabilitez dans ce livre. Au service militaire, il fallait se laver les dents, il fallait se laver le derrière, les oreilles et puis le Fernand Renan et Vlan, passe-moi l'éponge. Ah, moi j'adore ça, je fais écouter ça à mes enfants, on danse au pas militaire dans le salon en écoutant ça. Ça a été, je crois que c'est en 63, oui. Ça a été un des plus gros succès de la chanson à l'époque. Il n'y avait pas de top 50, mais si ça avait existé, on l'aurait mis sur le numéro 1. Oui. Voilà, il y avait le hit parade, et c'est n'importe quoi. Je crois que c'est un texte de Jacques Martin. Oui. Et c'était l'époque où il y a, pour moi, l'âge d'or où existait encore ce que je regrette, la chanson comique. Aujourd'hui, il n'y a plus de chanteurs comiques. Les chanteurs se prennent au sérieux. Ils se regardent le nombril. À une époque, même certains chanteurs sérieux faisaient des chansons à la blague. Jean Ferrat a fait des chansons comiques.
Reggiani a fait des chansons comiques, Nino Ferrer n'en parlons pas. Enfin, tous ces gens-là, et puis il y avait des chanteurs qui étaient les vrais chanteurs comiques, comme par exemple Henri Jeunesse dont on parle. Voilà. Et qui a travaillé avec Réventura. Et Fernand Reynaud avait un personnage de sa sœur et de Mademoiselle Lelombec qui n'existait pas, et la France entière découvrait Mademoiselle Lelombec. Et Madame Chalamand. Exactement. Alors, il y a aussi Benny Hill qui est dans votre dictionnaire. Alors, c'est le mauvais goût pour certains, pour vous, c'est le bon goût. Benny Hill, une fois de plus, c'est des souvenirs d'enfance. C'est-à-dire que c'était ces programmes totalement aberrants qu'on voyait le dimanche soir sur la 3 à l'heure où il y avait les actualités, et doublé par la voix admirable de Roger Carrel. Et c'était sidérant. C'est-à-dire que je pense que les Français n'auraient pas osé, et même n'auraient pas eu le droit de faire un spectacle pareil. Mais de voir, alors de nos jours, à l'époque du MeToo et tout ça, c'est inimaginable. Benny Hill, c'est d'une grossièreté, d'une muflerie, d'un machisme extravagant. La femme est réduite à l'état de petites créatures sautillantes. Il y a des petits vieux sur qui on tape sur le haut du crâne. Et puis ce gros monsieur Benny Hill, qui était un personnage assez complexe, apparemment qui était sans sexualité, on dit qu'il serait mort vierge, comme Manuel de Falla. C'est très mystérieux. Il vivait avec sa mère jusqu'à la fin de sa vie. Moi, je l'ai eu au téléphone un jour au Royal Monceau à Paris. Il était là. Il parlait couramment français. Il refusait toute interview, hélas. Sinon, ça aurait été un grand moment de bonheur. Et puis, il y a également Mel Brooks, qui est avec Le Shérif est en prison, qui pour vous est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de mauvais goût et de bon goût en même temps. Alors, Mel Brooks, moi, une fois de plus, dans la série, des films à résonance flatulaire, il y a eu la soupe au chou, et il y a eu Le Shérif est en prison, que j'ai vu quand j'étais petit, avec la fameuse scène des cow-boys qui mangent des haricots et qui ensuite, ça a des petites conséquences intestinales. Mais Mel Brooks, moi j'ai une fascination pour l'humour juif américain, l'humour juif new-yorkais, que ce soit Mel Brooks, que ce soit Woody Allen. Mais Brooks, ce que j'aime, c'est son côté parodique. Pour moi, il y a un lien direct entre Mel Brooks et Offenbach. C'est des gens qui faisaient des parodies géniales, parfois supérieures au modèle des grands canons esthétiques de leur époque. Mel Brooks a parodié le western, a parodié le film fantastique, a parodié la science-fiction, comme Offenbach parodiait les grands opéras de son époque. Et Le Shérif est en prison, les producteurs et Frankenstein Jr. sont pour moi des jalons indépassables. Et puis on apprend dans ce livre aussi, Nicolas Tiendorf, que vous avez été un pionnier de la caméra invisible. Avec un petit caméscope. Avec un petit caméscope, disons non. C'est-à-dire qu'il y avait eu nos grands ancêtres, nos grands aînés, voilà, Jacques Legras, tous ces gens-là que je voyais à la télé quand j'étais petit. Mais à l'époque, en fait, où la fesse officiait déjà, la fesse pour qui j'ai une vénération absolue et que j'aurais aimé rencontrer, là, je l'ai jamais rencontré, j'avais un caméscope et avec un ami, on allait faire ce genre de choses dans la rue, comme lui faisait Radio Carotte. Nous, on disait des choses totalement extravagantes aux gens. Et comme on avait l'air tout bien propre avec nos petits airs d'enfants de cœur, on avait l'air de petits bourgeois sanlésiens, avec nos petits barbours et nos petits blue jeans tout propres, bien repassés. Et les gens répondaient avec une gentillesse et une bienveillance, alors qu'on leur racontait des horreurs. Et j'ai conservé tout ça, heureusement. J'ai réussi miraculeusement à conserver tout ça. Et ça reste encore très rigolo à regarder. Oui, et peut-être qu'un jour on les verra sur un écran, on ne sait jamais. Franchement, c'est du private joke, comme on dit maintenant, mais ça, des blagues au téléphone, et c'est très 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 codé. Mais voilà, il y a un côté, voilà. Pour moi, c'est une madeleine permanente de les regarder. Et ces madeleines, elles sont dans ce dictionnaire amoureux du mauvais goût chez Plon, que je recommande à celles et ceux qui ont la nostalgie d'une époque que vous racontez avec passion et avec un sens de l'écriture rare. Merci beaucoup. Merci Nicolas Dittendorf. Et puis, continuez à être un homme de mauvais goût et de bon goût pour tout le monde. Ah, mon mauvais goût n'a pas fini de vous embêter. Alors à bientôt. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.